Merci Olivier Paco de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu de l'Oise, à part entrer au groupe Les Républicains et rapporteur du budget de l'enseignement scolaire, dont on va parler dans quelques instants. Mais d'abord, l'actualité, on l'a vu ce week-end, c'est cette attaque terroriste qui a eu lieu samedi soir à Paris. 1 mort, 2 blessés. L'assaillant avait fait allégeance à l'État islamique. C'est ce qu'a annoncé hier le procureur antiterroriste. Il était suivi par les services de renseignement. Alors, est-ce qu'il faut revoir le suivi des fichiers S ? Visiblement, oui. Vous savez, la dernière fois que j'étais sur votre plateau, c'était il y a moins de 2 mois, c'était juste après le meurtre de Dominique Bernard. Et nous voilà à nouveau confrontés à la même problématique. C'est pas n'importe qui est passé à l'acte, c'est effectivement un individu qui était connu des services de police et du renseignement, donc un fichier S qui avait fait de la prison pour une tentative d'attentat. En 2016, à la Défense. Et donc, visiblement, si les services de renseignement ont bien fait leur travail, puisqu'on sait tout sur lui, si les services de police ont bien fait leur travail, puisqu'il a été neutralisé très vite, avec beaucoup de sang-froid, d'ailleurs, on l'a neutralisé avec un taser, il n'a pas été abattu, visiblement, il y a un chaînon manquant dans la chaîne de protection de la population. La mission première d'un État, c'est de protéger sa population. Et là, c'est la base du contrat social. Mais juste, c'est quoi le chaînon manquant? C'est une question de moyens, parce que le renseignement n'a pas les moyens de suivre ces fichiers S 24 heures sur 24, ou c'est autre chose? C'est autre chose, parce qu'on les connaît. On les connaît, donc il faut aller jusqu'au bout de la volonté de protéger la population. Alors, aller jusqu'au bout, c'est mettre hors d'état de nuire, neutraliser les individus dont on sait qu'ils sont dangereux. Parce qu'ils sont passés à l'acte, ou parce qu'ils disent qu'ils vont passer à l'acte, ou parce qu'ils sont en contact avec d'autres tueurs. Et donc, très concrètement, il y a la problématique de la rétention de sûreté de ces individus. Il ne faut pas se voiler la face. Et quand le ministre de l'Intérieur insiste avant tout sur le plateau de télévision sur le problème psychiatrique de l'individu, c'est très gênant. Parce que c'est évident que ce type est dérangé. Que ce soit un problème psychiatrique ou une folie politique, c'est une folie. Aujourd'hui, c'est plus le problème, la psychiatrie. Le problème, c'est comment mettre hors d'état de nuire ces individus dont on sait forcément qu'un jour ou l'autre, ils seront des dangers pour la société. Et c'est pas du tout un problème, on va revenir sur... puisque vous parlez de la psychiatrie psychiatre, Gérald Darmanin a dit souhaiter que les autorités, donc soit le préfet, soit la police, puissent exiger une injonction de soins pour une personne radicalisée suivie pour troubles psychiatriques, afin de prévenir un passage à l'acte. Pour vous, c'est pas une piste à suivre ? Ça peut, mais sincèrement, il faut aller beaucoup plus loin. Et donc, très concrètement, il y a eu en 2021, dans la loi qui a été adoptée, des mesures qui permettent de garder un petit peu plus longtemps que la peine de prison prononcée certains individus, effectivement. Il faut aller dans ce sens-là. Alors, est-ce que c'est par une détention prolongée? Est-ce que c'est par un suivi, pas psychiatrique, mais avec un suivi judiciaire bien plus coercitif, avec un bracelet, etc. Je ne sais pas exactement, mais il faut aller dans une mesure beaucoup plus contraignante, c'est évident. Mais il y a des mesures qui avaient été souhaitées dans cette loi, qui étaient d'ailleurs portées par Yael Braun-Pivet avec Jacqueline Eustache-Brinio, qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel, qui a été saisi par des parlementaires, notamment de gauche. Est-ce que ça veut dire qu'il faut reposer une loi, ou est-ce que ça veut dire qu'il faut poser la question du Conseil constitutionnel ? Alors, les deux, mon général. Effectivement, il faut certainement relégiférer, et c'est quand même ennuyeux à chaque fois, à chaque crime, de devoir relégiférer. Il faut certainement relégiférer, et puis peut-être, nous allons visiblement modifier un petit peu notre Constitution. Eh bien, on en tire tous les enseignements, et on modifie en conséquence la Constitution. En faisant quoi? Ça veut dire qu'il faut renier quelques libertés pour pouvoir assurer la sécurité? Je ne sais pas s'il faut renier des libertés générales, mais il y a des individus dangereux. Parce que là, le Conseil constitutionnel avait dit juste que ça portait atteinte à la liberté d'aller et venir, que ça portait atteinte au droit de mener une vie familiale normale. Oui, alors ça porte atteinte à la liberté de voyous, à la liberté de tueurs. Et vous savez, on est dans un état de droit, mais il ne faut pas que ça devienne l'état de droit des terroristes. L'état de droit des voyous, c'est insupportable. Et effectivement, parfois, certaines décisions du Conseil constitutionnel font tomber les bras des gens qui ont du bon sens. On se demande qui veut protéger le Conseil constitutionnel? Un texte de loi ou la population? Ce qui compte, c'est de protéger la population et de mettre hors d'état de nuire des individus
qui ne veulent qu'une seule chose, c'est le mal de notre société, de notre civilisation. Vous allez demander à votre président de groupe, Bruno Retailleau, qu'une nouvelle loi soit déposée, du coup? Je pense que je n'aurai pas à lui demander. De lui-même, les choses sont prêtes. On va parler de l'autre actualité, on l'a vu dans le journal, c'est ce qui se passe du côté de Gaza. Après avoir appelé une coalition contre le Hamas au début du conflit, Emmanuel Macron, ce week-end, a déclaré que la volonté de Benyamin Netanyahou de destruction totale du Hamas engendrerait 10 ans de guerre. Que pensez-vous de cette nouvelle prise de position du chef de l'État? C'est le chef de notre diplomatie. Mais je trouve qu'en tant que chef de diplomatie, son cap est parfois fluctuant. Et je pense que sa déclaration n'est pas forcément la bonne. Alors elle va peut-être plaire à une partie du monde arabe. Elle va déplaire à Israël. Et surtout, elle va être en contradiction avec ce qu'il a dit il y a quelques semaines. Une diplomatie efficace, c'est pas une diplomatie opportuniste. Alors, il faut être très clair, ce qui s'est passé le 7 octobre oblige Israël à effectivement tenter de décapiter le Hamas. Le 7 octobre, il y a eu plus de 1000 morts, il y a eu 250 otages. Si la France était victime de ce genre d'attaque de la part d'un groupe terroriste, je pense qu'on en tirerait tous les enseignements. Et s'il fallait prendre 10 ans pour effectivement décapiter le Hamas, eh bien, on le ferait. Les Américains, lorsqu'ils ont été attaqués le 11 septembre 2001, eh bien, effectivement, ils sont partis dans une sorte de croisade, même si ce mot est honteux, entre guillemets, pour certains, et ils ont finalement réussi à se débarrasser d'Oussama Ben Laden et à décapiter une grande partie de la chefferie autour de lui. Mais là, Joe Biden, il dit à Benyamin Netanyahou, ne faites pas les mêmes erreurs que nous pour le 11 septembre. Alors c'est plus facile à Joe Biden, avec 2 océans qui le protègent, de pouvoir donner des leçons à un petit pays qui est entouré de gens qui veulent plus ou moins son bien, plus ou moins son mal. Vous savez, le Hamas, le 7 octobre, il a voulu une chose, il a voulu l'embrasement du Proche-Orient. Cet embrasement n'est pas venu. Parce que une bonne partie des dirigeants arabes, même s'ils ne portent pas forcément dans leur cœur Israël, ont compris que cette volonté mortifère, cette volonté d'explosion n'était bonne pour personne. Aujourd'hui, il faut soutenir Israël dans sa volonté de se protéger et effectivement d'aller jusqu'au bout contre le Hamas. Mais effectivement, ce rouleau compresseur israélien qui fait des victimes civiles est profondément regrettable par moment, il faut leur dire, mais ne pas leur donner des leçons. Le président de la République est trop donneur de leçons. Et tout à l'heure, excusez-moi de revenir sur le drame de la Tour Eiffel. Moi, ce qui m'a profondément choqué dans la réaction du président, on a parlé de la réaction de Gérald Darmanin, il a tweeté très vite pour dénoncer un attentat terroriste. Il n'a pas prononcé le mot islamiste. Le président de la République, dans ses analyses, soit volontairement cache des faits, nie des faits, soit ne veut pas lui-même les reconnaître. Et il y a un énorme problème. Pour affronter un ennemi, il faut le regarder en face et il faut le nommer. Ce sont des islamistes. Alors, il ne faut pas faire l'amalgame. Et je pense que la problématique du président de la République, c'est qu'il a peur que l'on stigmatise les musulmans. Évidemment, tous les musulmans ne sont pas des terroristes, mais tous les terroristes sont des islamistes. On va parler de l'actualité du Sénat. Le Sénat qui a poursuivi tout le week-end l'examen du budget avec les crédits spécifiques, dont celui de l'enseignement scolaire, dont vous êtes le rapporteur. On va voir ce qu'il contient avec Alexandre Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Olivier Paco. Bonjour Alexandre. Et Alex, l'enseignement, c'est donc le poste de dépense le plus important du budget de l'État. Et oui, et ce budget de l'enseignement scolaire pour 2024 va s'élever à 63 milliards d'euros. C'est un budget qui est en hausse par rapport à l'année dernière, plus 6,5%. Et cette hausse, elle s'explique car le gouvernement veut mettre depuis 2 ans l'accent sur une augmentation de la rémunération des enseignants. Le métier manque d'attractivité, les démissions augmentent. Emmanuel Macron avait promis une hausse
hausse de 10% des enseignants. Pour le moment, depuis un an, eh bien, la rémunération de ce métier a augmenté entre 9 et 12% pour les débuts de carrière et entre 4 et 5% pour les enseignants en cours de carrière. On va écouter sur ce point le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, dans l'hémicycle au Sénat. Je le dis très clairement, nous voulons effacer une génération de déclassement salarial et social des professeurs dans notre pays. Et nous avons très largement commencé à le faire. En 2020, un professeur néo-titulaire débutait sa carrière à 1 700 € net par mois. C'est désormais 2 100 € net par mois et c'est même 2 500 € net par mois en REP+. C'est 400 € de plus en 3 ans. On n'a jamais vu une telle revalorisation sur un temps aussi court, au moins depuis le début des années 1990. Et puis à cette hausse de rémunération s'ajoute le pacte enseignant que le gouvernement propose, c'est-à-dire 3 missions supplémentaires qui sont proposées aux enseignants sur la base du volontariat en échange d'une prime par mission, une prime qui s'élève à 1 250 € annuels par mission. Mais ce pacte enseignant basé sur le travailler plus pour gagner plus, il n'a pas séduit le personnel de l'éducation nationale, puisque seulement 25% des enseignants ont accepté ce pacte. Alors, les sénateurs ont salué la hausse du budget de l'enseignement. En revanche, ils regrettent la suppression de certains postes d'enseignants. Et oui, compte tenu de la démographie scolaire, de la baisse du nombre d'élèves, eh bien, le gouvernement a décidé de supprimer des classes et de supprimer des postes d'enseignants. 2300 postes d'enseignants ont été supprimés. Cela a donc fait grincer des dents certains sénateurs durant le débat sur ce budget. Cette chute de la démographie scolaire aurait pu constituer une aubaine pour améliorer notre taux d'encadrement des élèves qui reste en France un des plus médiocres parmi les pays de l'OCDE. Et effectivement, en France, le nombre moyen d'élèves par classe est un des plus élevés d'Europe. À l'école primaire, il y a en moyenne 22 élèves par classe. Au collège, 26 élèves par classe. Et au lycée, 30 élèves par classe en moyenne. Donc il y avait peut-être des mesures à prendre pour faire baisser ce taux d'encadrement. On va en parler, Olivier Paccaud, mais d'abord sur l'enveloppe générale de ce budget de l'enseignement scolaire. Elle est assez ambitieuse pour rendre attractif le métier d'enseignant ? Oui. C'était un impératif d'augmenter les professeurs et ça a commencé déjà l'an dernier. On ne va pas rattraper le retard tout de suite et les enseignants français restent mal payés par rapport à leurs voisins européens, qu'ils soient allemands ou luxembourgeois. Mais si on veut raviver la flamme des vocations, parce qu'aujourd'hui, un des gros problèmes, c'est d'attirer des professeurs. Et dans certains métiers, les mathématiques par exemple, on a effectivement un drame de cette fonte des recrutements. Donc il faut mieux les payer et les efforts sont réels, il faudra les poursuivre. Mais si nous avons voté le budget, et si en tant que rapporteur j'ai demandé à voter le budget, c'est parce qu'il y a de vrais efforts faits pour améliorer le salaire des enseignants. Et il le faut. Alors le gouvernement a souhaité même aller plus loin avec ce pacte enseignant, une sorte de travailler plus pour gagner plus. Mais il ne séduit pas les enseignants. Seulement 25% ont accepté de faire des missions supplémentaires en échange de primes. Comment vous expliquez cet échec ? Pour une raison très simple, c'est parce que les professeurs, contrairement à ce que certains pensent, ils travaillent déjà beaucoup. Alors, le pacte, ce n'est pas une revalorisation, puisqu'on leur demande de travailler plus. Et pour certains, c'est très difficile de travailler plus parce qu'ils ont déjà une fatigue réelle, donc ils ne peuvent pas. Il y a des jeunes qui en ont bénéficié, qui sont contents de pouvoir effectivement accumuler des heures supplémentaires encore mieux payées, et c'est une très bonne chose. Le pacte a permis aussi, notamment pour les remplacements de courte durée, de s'avérer une mesure efficace. Alors je dirais, comme le Télégramme de Brest le titrait, peut mieux faire, que ce soit pour le pacte ou pour d'autres mesures, parce qu'une des vraies problématiques du budget de l'enseignement scolaire, vous l'avez souligné, c'est le premier de l'État, Dieu merci, plus pour longtemps parce qu'on va être dépassé par la charge de la dette. Eh bien, la problématique, c'est que c'est un peu le tonneau des Danaïdes. On en met toujours plus et l'efficacité en matière d'apprentissage n'est pas forcément au rendez-vous. Et dans tout ce que vous avez dit, il y a une chose qui a été oubliée, c'est le nivellement par le bas. Les classements PISA ou autres qui sont très mauvais, les résultats des évaluations, et le ministre les a reconnus, qui sont
catastrophiques, qui sont catastrophiques. On a des élèves dont le niveau est de plus en plus médiocre en lecture, en mathématiques. Ça pose vraiment question. Alors donc c'est là qu'on veut des réformes structurelles. Vous l'avez dit, Gabriel Attal l'a reconnu, il parle de résultats inquiétants. Il va présenter mardi son plan choc des savoirs. Est-ce qu'il sera le ministre qui remonte le niveau de l'école, selon vous? Je l'espère. Aujourd'hui, c'est le ministre médiatique. Il a un vrai brio devant les micros. Il a eu le courage de dépoussiérer certains tabous. Il s'est attaqué aux abayas. Il prononce des mots que certains de ses prédécesseurs n'osaient pas prononcer. Lors du débat dans l'hémicycle, il a parlé de notation. Et il a notamment fait comprendre qu'il était favorable au retour de la notation. Ben moi aussi. Et tous ceux qui pensent que la pédagogie doit reposer sur une valorisation des efforts sont favorables effectivement à la suppression des petits bonhommes qui souriaient ou qui faisaient la tête et remettre en place des notes qui permettent de comprendre quel est le niveau réel de l'élève et les efforts qu'il a à effectuer. Il parle de redoublement aussi. Pourquoi pas? Parce que certains enfants qui n'ont vraiment pas le niveau, c'est une torture pour eux de passer les échelons et d'être encore plus noyés. Mais c'est trop tabou aujourd'hui le sujet du redoublement, c'est trop considéré comme un échec? C'était même une non-question pour certains pédagogues, entre guillemets. Moi, je pense que la question se pose. Est-ce que ça peut être une chance pour des élèves en difficulté, pour vous? Pour certains, pas pour tous. C'est pour ça aussi qu'il faut repenser. Alors, on parle du collège unique. Il a parlé de groupes de niveau. Quand j'étais professeur devant des classes, quand on osait évoquer la problématique des groupes de niveau, c'est-à-dire mettre ensemble des enfants qui ont à peu près le même niveau, qui soient en difficulté ou au contraire en avance, c'était quelque chose qu'il ne fallait surtout pas faire parce que ça allait stigmatiser les enfants en difficulté. Eh ben, on s'aperçoit que finalement, ça a quelques vertus. Ça peut avoir des inconvénients, hein, mais ça a aussi des vertus pour faire progresser ces élèves. Pour vous, ça ne traumatise pas les élèves de les classer par groupe de niveau, les mauvais, les moyens et les bons, dans leur souvenir, dans leur imaginaire de l'école? Il faut faire confiance aussi aux professeurs qui savent bien souvent trouver les mots pour encourager leurs élèves en difficulté et savoir valoriser leur progression quand ils font des efforts. Donc non, moi, ça ne me perturbe pas. Est-ce qu'il y a eu ces dernières années un nivellement par le bas de l'école? Oui, c'est évident. C'est évident. Regardez les copies. Alors, je ne suis plus enseignant. Mon épouse est directrice d'école. Elle a des CM1, CM2. Je vois régulièrement les copies et effectivement, je vois l'appauvrissement du langage. Je vois l'appauvrissement de la grammaire. C'est très inquiétant. Et en tant que sénateur, je reçois régulièrement des courriers de la part, notamment de candidats qui veulent intégrer mon équipe. Le nombre de fautes d'orthographe est sidérant. Sidérant. On veut élever le niveau des élèves et pourtant le gouvernement, pour des raisons démographiques, a décidé de supprimer 2300 postes d'enseignants. Vous dénoncez cette suppression ou elle est structurelle? Elle me pose problème, même si la baisse forte de la démographie, qui résulte, il y a une baisse de la démographie scolaire du fait de la baisse de la natalité. Il faut en tenir compte. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est que via les dédoublements, on a effectivement dans beaucoup d'endroits des classes de 12, et c'est une bonne chose, et le gouvernement ne cesse de glorifier l'efficacité pédagogique des petits effectifs. Sauf qu'à côté, on va fermer des classes parce qu'ils ne sont que 18. Et alors, ils vont devenir 22, 23, 25. Et les élus ou les parents d'élèves concernés ne comprennent pas qu'à quelques kilomètres de distance, ils ont des petits cousins qui sont 12 par classe et eux, ils vont être 30, 31, 32 dans des classes à double, triple, quadruple niveau. Donc il y a un problème de justice scolaire, d'efficacité scolaire et de justice sociale. Donc il faut revoir cette problématique et une des choses que le ministre n'a pas du tout évoquées, moi je l'ai défié là-dessus. Ses prédécesseurs avaient parlé de réformer la carte de l'éducation prioritaire. Ils ne l'ont jamais fait. Il faut revoir le périmètre, il faut revoir aussi la problématique. Est-ce qu'on passe de zone à des écoles d'éducation prioritaire? Pour moi, c'est la solution. Il faut faire du point de croix et mieux répartir les moyens. Mieux répartir les moyens. En ruralité, il y a de la misère sociale. Il y a de la misère scolaire. Elle est totalement niée, ignorée.
Merci Alex. Tout à l'heure. Et on parlera des questions posées par l'attentat de la Tour Eiffel. Ce sera à suivre dans le club. On va voir l'actualité dans votre région. Pour terminer, Olivier Pacot, on va retrouver Jean-Marc Chevauché. Bonjour Jean-Marc, merci beaucoup d'être avec nous, rédacteur en chef adjoint au Courrier Picard. Jean-Marc, vous vouliez revenir d'abord sur les déboires des usagers de la ligne Paris-Calais. Oui, c'est ce qui fait la une du Courrier Picard ce matin, Oriane, et c'est un problème très simple en réalité. La tempête de cet automne a dégradé considérablement les voies du côté de Boulogne-sur-Mer, ce qui fait que les trains Paris-Calais sont tout bonnement supprimés. Ils s'arrêtent à Étaples et ensuite les gens prennent des cars de substitution. Sauf que sur l'application de la SNCF, vous pouvez toujours continuer à réserver ces trains 8 jours, 15 jours, 3 semaines à l'avance, alors qu'on sait que tous ces trains vont être supprimés jusqu'au mois de février. Mais la SNCF ne sait pas supprimer les trains en avance. Ils sont supprimés à partir de 17h la veille pour le lendemain. Vous imaginez la galère des usagers qui apprennent, quand ils arrivent à la gare, que leur train est un train fantôme qui n'existe pas. Et vous avez une question, Jean-Marc ? Alors, la question que je peux poser à Olivier Pacot, les transports dépendent de la région, bien entendu, mais si en tant que sénateur, est-ce qu'il a des remontées de terrain fréquentes sur ces soucis de train qui sont vraiment une galère pour les usagers, puisque en plus nous sommes dans une région, la Picardie, qui est hyper connectée avec la capitale. Nous avons énormément de salariés qui vont travailler à Roissy, enfin tout ça on le sait. Est-ce que en tant que sénateur, Olivier Pacot est au fait de ces problèmes et que peut-on faire ? Oui, cher Jean-Marc, bonjour. Alors, Olivier Pacot est tout à fait au fait parce qu'Olivier Pacot est usager de la SNCF. Olivier Pacot prend la voie Paris-Beauvais, Paris-Chantilly, Paris-Creil, Paris-Clermont, Paris-Crépy-en-Valois. Et effectivement, il est très rare, que les trains soient à l'heure. 2, que les trains soient complets, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 4 rames, on en a 2 et on est comme dans le métro. Moi, ça m'arrive régulièrement de prendre des Paris-Chantilly. Alors, ça ne dure que 25 minutes, Dieu merci, mais où la moitié des usagers sont debout, ce qui est totalement scandaleux parce qu'il n'y a que 2 rames au lieu de 4. Il y a un mouvement qui a été créé il y a quelques années qui s'appelle la SNCF m'a tué, qui est animé, entre guillemets, par des usagers de l'Oise. Et je ne suis pas le seul parlementaire, mais je fais partie des parlementaires qui montent régulièrement au créneau auprès des responsables de la SNCF pour leur demander effectivement d'améliorer la situation. Alors ça se fait ponctuellement. Et puis, on a, après des mois ou des semaines catastrophiques, il y a quelques jours, des trains ont été dégradés en gare d'Amiens. Jean-Marc doit le savoir, ça s'est traduit par effectivement une pénurie de trains avec des suppressions non informées, entre guillemets, et puis des trains raccourcis qui obligent les usagers à voyager dans des conditions qui sont en termes de sécurité totalement irresponsables et insupportables, bien sûr. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à changer. Je pense que la SNCF le fait. Ou le sait en tous les cas. Est-ce qu'elle fait le nécessaire ? À chaque fois que j'ai un responsable, il me le dit, mais je ne le constate pas. Moi-même qui prends le train au moins 4 fois par semaine, oui. Jean-Marc, vous avez une dernière question plus politique cette fois. Mais oui, Oriane, nous pourrions évoquer le récent exemple de division qui s'est produit chez LR avec la loi sur l'immigration. Et je rappelle à nos téléspectateurs, mais il sera plus qualifié que moi pour le dire, qu'Olivier Pacot n'appartient pas au mouvement politique LR, mais qu'il y est apparenté au sein du Sénat. Alors, en tant qu'apparenté, Olivier Pacot, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec ce qui s'est récemment passé, cela pourrait prouver que l'avenir de la droite ne passe pas forcément par LR. Je vous pose la question parce que vous êtes devenu l'homme fort de la droite dans l'Oise, alors que vous n'appartenez pas au mouvement politique LR. Et au vu des résultats des sénatoriales, l'homme fort de la droite dans l'Oise, c'est vous.
Alors, la situation du parti LR, effectivement, qui semble parfois manquer de cohésion et de cohérence, en tout cas à l'Assemblée nationale, elle me navre. Au Sénat, au contraire, il y a une véritable cohésion et cohérence. Peut-être que la problématique des LR, c'est non seulement une question de ligne, mais aussi une question de gouvernance. Un chef doit savoir cheffer, disait jadis Jacques Chirac. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, ça part dans tous les sens. Aujourd'hui, et depuis un certain temps, et beaucoup d'électeurs de cette famille politique sont désemparés. Et si on continue comme ça, effectivement, l'avenir des LR, je le vois mal, effectivement. Donc, il y a des choses à changer. Éric Ciotti est venu devant le groupe LR au Sénat il y a quelques jours. Les sénateurs lui ont fait part de leur mécontentement quant à sa façon de gérer son parti, à lui d'en tirer les enseignements. Lesquels, pour vous? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors, il y avait un cas précis, c'était le cas Pradier, qui a été évoqué, et certains sénateurs qui sont LR et qui cotisent étaient prêts à rendre leur carte si M. Pradier, effectivement, continuait à faire son petit jeu personnel. Il faut l'exclure pour vous. Bon, pardon? Il faut l'exclure pour vous. Il faut être cohérent, et j'ai dit un chef doit savoir cheffer, donc effectivement, il n'a plus sa place. Merci Olivier Pacot. Merci Jean-Marc Chevauché. On regarde la une du Courrier Picard. C'est TER Fantôme. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup Jean-Marc d'avoir été avec nous et merci Olivier Pacot. Merci. À très vite. Dans 20 minutes, on va revenir sur l'attaque de Paris dans le Club des Territoires qui a eu lieu samedi soir et sur les questions qu'elle pose en matière de suivi des fichiers S et des radicalisés sortant de prison. On verra tout ça dans 20 minutes. On accueille d'abord Antoine Basbous qui nous rejoint.